Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the sky! Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Aver. On continue à parler des super-héros sous toutes leurs coutures, sous toutes les coutures de leurs costumes. Est-ce qu'on n'est pas en train de recycler toujours les mêmes histoires ? Alors, il y a effectivement, on parle d'un cycle, un cycle de production qui est quand même assez évident des comics à la BD. Donc, il y a cette idée d'éternel recommencement. La BD, les comics vont servir de réservoir, de réinvention pour le cinéma, mais il y a quand même en fait des étapes. Donc, on parle d'abord d'un effet générationnel. Quand on demande aux gens ce qu'ils aiment par rapport aux super-héros, on se souvient d'abord toujours de quand on les a découverts. Alors on associe ça à une décennie, les années 60 ou les années 80 plus récemment, mais on associe ça justement aussi à un des supports. On les a découverts soit dans les comics, soit dans le cinéma. Et les deux vont s'influencer, mais il y a effectivement, d'ailleurs autour de la table, Gianni représente plutôt l'univers des comics. Moi j'ai beaucoup plus été initiée au niveau du cinéma. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et donc on a vraiment cet univers qui va se nourrir. Alors il faut savoir que curieusement le cinéma plus récemment n'a pas forcément relancé énormément l'univers des comics du point de vue de la BD. Ils en vendent pas forcément beaucoup plus depuis que les films ont été adaptés au cinéma. Mais il y a clairement en tout cas une domination assez importante de la BD jusque dans les années 70, et la fin du Silver Age va voir en fait avec l'apparition du premier gros blockbuster d'adaptation de super-héros au cinéma qui est le Spider-Man de 1978 avec Christopher Reeve et Marlon Brando comme Superman, pardon, exactement, Superman, pardon, on les mélange. Donc 78 qui est le premier gros blockbuster au cinéma et qui là va marquer la première génération cinéma et le début en fait de l'adaptation et de la réinvention justement au cinéma. Quelle est son identité? Pourquoi fait-il tous ces mystères? Qu'est-ce qu'il cache sous sa cape rouge? Un moteur? Pourquoi s'est-il manifesté hier soir? Dick, d'où sort-il ce bonhomme? Celui ou celle d'entre vous qui le fera parler aura réussi un scoop avec l'interview la plus importante depuis celle que Dieu a accordée à Moïse. Quand on parle de Silver Age, juste, est-ce qu'on peut donner une période ? Alors justement, comme on parle de passé-présent, disons, le temps des super-héros, mais plus largement des comics, est divisé en âge. Moi j'en retiens 3 parce qu'après on s'est amusé à les multiplier, mais disons en gros il y a le Golden Age qui est en fond de 38 à l'après Deuxième Guerre mondiale, qui est le moment d'invention et d'explosion du phénomène. Il y a un moment comme ça un peu où le phénomène se tarit pour les super-héros et un nouvel âge, cette fois d'argent, le Silver Age, qui est les années 60-70, c'est l'année de Stan Lee par exemple, c'est l'année où des nouveaux héros arrivent et un peu moins dirigés vers des enfants, mais plutôt des adolescents qui sont parfois des jeunes adultes. Et puis plus tard, dans les années 80-90, on a un Bronze Age qui est un peu la maturité de l'univers super-héroïque avec des dessinateurs de talent qui sont au fond mis aussi à contribution en tant que dessinateurs de talent et non pas des dessinateurs inconnus qui ont du talent comme c'était le cas dans les périodes précédentes et dans lequel effectivement la complexité de l'univers s'affine et voilà, donc c'est un peu dans le sens inverse presque de la qualité du contenu, c'est-à-dire que le Golden Age est un moment très sympathique, mais en termes de contenu, de récit, c'est assez infantile. Et voilà, le Bronze Age, par contre, est plus mûr. Oui, avec des références et des explorations de choses plus dark, j'imagine aussi, dans le Bronze Age. Bien sûr. Exactement, donc on a plus de noirceur au niveau des personnages, on creuse aussi beaucoup plus leur origine, leur passé, le moment où ils se sont sentis, où ils ont compris qu'ils avaient des super pouvoirs, voire le moment de rupture qui les transforme. Donc ça peut être typiquement, d'ailleurs ce passage très intéressant chez Batman, dans le comics, le moment où il devient Batman. Alors il y a le moment de rupture qui est le meurtre de ses parents, et puis ensuite il y a vraiment cet entraînement, cette partie initiation, j'acquiers mes super pouvoirs, je fais de la gymnastique. Dans la BD il fait que de la gymnastique, on le voit s'entraîner aux anneaux, et puis l'invention du costume qui doit être liée à quelque chose qui fait peur puisqu'il chasse les brigands, et dans la BD c'est très simple, il voit une chauve-souris rentrer par sa fenêtre, il en a peur et il se dit c'est parfait, chauve-souris c'est la nuit, c'est le monde nocturne, ça fait peur à tout le monde. Alors que ce moment initiatique, en fait, il a été beaucoup plus travaillé dans le film. Fonds-toi dans l'obscurité.
Et c'est devenu presque maintenant conventionnel d'avoir la scène où Bruce Wayne se souvient petit être tombé dans le puits et avoir rencontré les chauves-souris. Ça devient presque quelque chose de mythologique. Je crois dans un des derniers de Batman, on le voit transporté comme ça par les chauves-souris. Je pense que c'est un des liens les plus importants de l'univers super-héroïque au passé, c'est le passé du super-héros lui-même. Hein. Enfin, tous ces super-héros bariolés ont un passé qui les a marqués, un moment qui va les suivre pendant toute son histoire. Hein. Le côté un peu Moïse de Superman, hein, qui atterrit dans sa navicelle, ou l'adolescence ratée de Spider-Man, des traumas d'enfance, des maîtres, des personnes qui ont transmis quelque chose. Et ça, c'est le passé qu'au fond fait partie intégrante et caractéristique du personnage. On se rend compte aussi que ça correspond à des moments où la société américaine ne peut plus se reposer uniquement sur son rêve américain, mais que les gens ont vu la guerre du Vietnam à la télévision, ils ont vu les meurtres de Manson à la télévision, ils sont de plus en plus au courant qu'il y a d'énormes failles dans le système américain et donc il faut les intégrer aussi, j'imagine, dans l'univers des comics. Et c'est la spécificité du Silver Age. Ouais. Les super-héros ont des failles dans le Silver Age, elles n'en ont pas dans le Golden Age. Mais alors il y a deux choses. Effectivement, il y a une sorte de, il n'y a pas un passé historique qui sert vraiment de référent chez les super-héros. On a cherché, alors outre les références mythologiques dont on a déjà parlé dans un autre épisode, qui fait toujours référence au passé antique, la Rome, l'Égypte ancienne, voire même chez certains super-héros directement référence à des mythologies comme Thor. Le seul moment qui est vraiment le moment de rupture au niveau historique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où là c'est vraiment les valeurs guerrières, les valeurs patriotiques qui sont mises en avant. On a même des allégories de la nation américaine qui deviennent des super-héros, comme Oncle Sam, comme USA qui devient directement une super-héroïne. Mais on n'a pas autrement un moment référentiel qui serait vraiment lié au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, si ce n'est effectivement alors peut-être la guerre d'indépendance américaine, mais on en reparlera certainement dans un autre épisode sur les guerres. Bon, c'est vrai, la guerre d'indépendance américaine, elle est vraiment énormément mise à contribution dans les super-héros patriotiques dès la Deuxième Guerre mondiale. Schmidt est membre du premier cercle et il est très ambitieux. Hitler et lui partagent la même passion pour les pouvoirs occultes et les mythes teutoniques. Pour Hitler, c'est surtout une façon de galvaniser ses troupes, mais pour Schmidt, ce n'est pas du tout ça. Pour lui, c'est très sérieux. Il est persuadé de l'existence d'un pouvoir colossal, enseveli par les dieux, en attendant qu'un individu supérieur puisse s'en emparer. Et quand je dis super-héros patriotique, je ne me limite pas à Captain America, qui est le survivant de centaines de héros qui sont fabriqués en 1941, directement au moment de l'entrée en guerre. Mais il y en a une cinquantaine au moins. Et là, ils ont tous différents... Il y en a un qui est prof d'histoire, par exemple, c'est déjà un lien avec l'histoire. Il y en a un autre, alors le nom c'est Captain Freedom, Captain Liberty, Major... Liberty Bell, voilà, tous des noms qui mettent à contribution des symboles de l'indépendance américaine de 1776. Et ça va juste à un cyborg qui est construit en mettant ensemble des membres de 3 héros de la guerre d'indépendance pour créer un super-héros. Donc il y a vraiment une panoplie, un pillage de l'histoire américaine, pas n'importe laquelle. Hein. C'est la guerre d'indépendance et la Première Guerre mondiale, les pères et les arrière-grands-pères. Quant aux grands-pères, c'est la guerre de sécession, ça pose un problème en termes d'identité. Oui, donc, parce que c'est la division interne, donc c'est pas du tout une valeur à mettre en avant. Et ça sert toujours les intérêts géopolitiques des États-Unis, bien évidemment, j'imagine, avec des ennemis qui se renouvellent, des menaces qui se renouvellent au fil des évolutions des relations entre les États-Unis. Et... Ah oui, il y a des super méchants qui naissent nazis et deviennent communistes dans la guerre froide. Enfin, c'est clair qu'il y a une mise à jour du danger. Les super-héros, en tout cas dans les premières périodes, sont extrêmement normés politiquement. Hein. Ils sont du côté du WASP bien pensant. Ça va se compliquer par la suite, bien sûr, et il y a toujours une place pour un cas un peu particulier. Oui. Ça, c'est Iron Man, par exemple, lui, il est prisonnier en Afghanistan. En Afghanistan, c'est dans le film, mais dans la BD, c'est le Vietnam. C'est le Vietnam. C'est le Vietnam. Dans le film, en tout cas, il est montré comme quelqu'un qui est aussi extrêmement critiqué pour son rôle de trafiquant d'armes. Oh, j'ai enfin ouvert les yeux, et j'ai enfin compris que j'avais mieux à offrir à ce monde que les objets qui explosent. Voilà pourquoi,
À partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à feu Stark International. Je ne fabriquerai plus d'armes. Ok. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les super-héros ils sont vraiment protéiformes, ils s'adaptent à tous les changements politiques, sociétaux. Et alors la guerre froide va justement aussi réalimenter les valeurs américaines, mais effectivement on a depuis le 11 septembre une réinvention du super-héros au cinéma qui montre à quel point ils viennent se calquer sur des comportements collectifs qu'on veut mettre en avant. Donc Iron Man, on le découvre en Afghanistan comme représentant du complexe militaro-industriel américain qui a joué un rôle si important dans les guerres en Afghanistan, en Irak, contre l'axe du mal. Et puis ça se manifeste encore plus fortement chez Avengers 2012, première adaptation au cinéma, où finalement ça arrange bien d'avoir un collectif de super-héros qui viennent représenter ce que fait la coalition américaine en tant que flic gendarme du monde. Et on a même à travers des personnages, on peut avoir une super lecture des comportements de la nation américaine. On a un Hulk qui représente la force brutale, qui casse tout, et en même temps l'intelligence très raffinée qui est capable de mettre au point des armes incroyables. On a les deux espions tels que la Veuve Noire et Œil de Faucon qui sont un peu une survivance des vieux systèmes d'espionnage. Elle, c'est une ex-agent double soviétique. Ouais. Œil de Faucon, c'est un assassin politique. On a vraiment et Thor et Loki qui s'affrontent, entre Thor qui représente l'axe du bien, Loki l'axe du mal. Ça se passe à New York, justement, c'est pas anodin. On a des aliens, menaces extérieures qui viennent attaquer New York. Qui en anglais veut dire étranger aussi, qui veut dire étranger. Ouais. On a vraiment un jeu sur ce mot-là. Donc on voit à quel point finalement on peut vraiment travailler des contextes et des réadaptations qui montrent que les super-héros justement ne sont pas un élément du passé et sont pas liés à un épisode culturel ou un héritage culturel complètement obsolète. C'est effectivement un monde, un univers qui est extrêmement collé à l'actualité. Et donc, comme le phénomène a presque un siècle, évidemment, on a l'actualité d'un siècle. Bon, plus récemment, donc du coup, certains super-héros, lorsqu'on a commencé à adapter justement Hellboy ou Captain America, on les a balancés dans la Deuxième Guerre mondiale, donc on en a fait des films historiques d'une certaine manière, mais parce qu'ils sont nés dans cette période. Et donc, quelque part, c'était inévitable de les contextualiser à un moment particulier. Ouais. Le cas de Black Panther, justement, très d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il était déjà d'actualité à sa création ? Est-ce qu'il est lié aux Black Panthers ? Alors c'est une des légendes, c'est une des mythologies internes aux super-héros. Alors Black Panther, le personnage de super-héros, il est né en 66 et on dit qu'il a influencé le nom des Black Panthers, c'est-à-dire le mouvement radical afro-américain, qui en réalité aurait trouvé son nom déjà en 65. Ce serait plutôt lié soit à une équipe de foot d'Atlanta, soit à une division de chars dont les soldats auraient été afro-américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit aussi déjà encore une fois les référents, Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça tient plutôt de l'ordre de la légende. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement cette collusion-là entre le monde des super-héros et le monde des droits civiques. Ça montre surtout que Black Panther arrive à une période qui est très chargée politiquement chez les Américains, qui est la lutte justement pour les droits des Afro-Américains, et qui fait que ce nom arrive à point nommé et que des super-héros commencent à apparaître qui incarnent justement des nouvelles formes identitaires. Pour les jeunes Afro-Américains, ça plaît d'avoir un personnage où ils peuvent enfin s'identifier. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, 5 tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelée Wakanda. Ça représente aussi des pouvoirs d'achat qui émergent. Hein. Enfin, je veux dire, le but, ça reste quand même de vendre des comics et des films. Ça représente un public. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un hasard qu'il y a aujourd'hui des super-héros lesbiennes et gays. C'est un marché. Et à l'époque, les Noirs américains commencent aussi à être un marché pour les comics. Mais après, voilà. Un marché qui parfois est problématique. Tu citais effectivement l'exemple de Black Panther. Il a fallu changer le nom au moment du personnage, au moment où le Black Panther était les plus inquiétantes. Ouais. Et on l'a appelé Black Leopard quelque temps. C'est Marvel qui a demandé directement à Stanley et Jack Kirby de changer le nom. Donc, ils se rendaient bien compte des dangers de cette collusion. Voilà. Mais bon, après on retrouve des types de réadaptation, on le remet. Et puis tout récemment, l'adaptation au cinéma, elle arrive aussi à point nommé puisque elle arrive en plein mouvement Black Lives Matter. Ouais. Et il y a eu d'ailleurs des réactions assez phénoménales à la sortie du film. Donc des milliers de fans qui sont venus en tenue, en costume africain. Le film, c'est clair, met en avant des choses
qui sont extrêmement glorifiantes pour l'Afrique, qui changent complètement des clichés complètement stéréotypés qu'on a sur le continent africain, des grandes stars du cinéma afro-américain hollywoodien, des critiques dithyrambiques, mais qui montrent justement à quel point les super-héros, ils cessent jamais de réinventer et de se coller à des contextes qui sont pas que politiques justement, et qui là valorisent plutôt une sorte de fierté d'être africain. Et d'une certaine manière, l'un a copié l'autre peut-être, ou inversement, c'est peut-être un hasard, mais aujourd'hui, les deux noms sont liés. Aujourd'hui, on pense quelque part au lien entre Black Panther, le super-héros, et Black Panther, le mouvement politique. Alors finalement, tout ça, c'est extrêmement pratique parce qu'avec des mêmes personnages, il n'y a plus besoin de créer de nouvelles choses. Il s'agit simplement de repiocher dans un bassin déjà existant. Ça permet de produire plus vite et à moindre coût finalement, et de faire des reboots aussi. C'est ce qui intéresse, disons, les grosses entreprises de la production industrielle, de la production de culture industrielle. C'est ça, c'est les réservoirs de personnages. Pourquoi Disney va acheter l'univers Star Wars, l'univers Marvel, tous ces univers-là? Parce que c'est effectivement des univers qu'on peut décliner à l'infini et qui ont déjà un public qui les suit. Or, en adaptant, au fond, toujours et encore les mêmes super-héros, on a une garantie de ce lien avec le public. Même si on est tout à fait capable d'en sortir d'inconnus, mais qu'ils ont existé, qui sont quand même garantis par le patch super-héros classique. On en a aussi inventé des nouveaux. C'est le cas de toutes les productions, disons, concurrentes qui ont eu lieu en Italie, en Turquie, des super-héros, inventés de Bic et de Bock, mais qui sont des imitations de super-héros existants. Donc, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir un réservoir bien défini et protégé par des droits d'auteur que, au fond, devoir réinventer à chaque fois un nouveau personnage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression, du coup, ça renforce cette idée de recommencement permanent, puisque on a déjà vu les trilogies ou les quadrilogies qui ont été faites sur Batman, sur Spider-Man, et puis ça reprend à chaque fois au début, on nous refait des trilogies. Ce qui permet de changer dans les reboots, c'est surtout qu'on peut démarrer des styles narratifs, des humours, changer de réalisateur. C'est ce qui a été rendu possible justement au moment où Disney s'est procuré les droits. Ils ont racheté la Paramount qui produisait tous les films Marvel. Et du coup, ça a permis de lancer par exemple la trilogie des Batman avec Christopher Nolan. Donc on imprime aussi un style et ça permet de travailler finalement des séries. La toute première adaptation, donc le Iron Man 1 et 2, le premier Avengers, les premiers Hulk, n'ont pas un humour particulièrement drôle. Ça doit se travailler, ça doit se trouver. Et c'est finalement les séries les plus récentes, ou les Thor 3 ou les Avengers 3 ou 4, qui commencent à être intéressants du point de vue de l'humour, parce qu'ils ont pu aussi trouver des réalisateurs qui ont su s'accaparer en fait ce style et créer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas le personnage qui est nouveau, au contraire, c'est la manière de le raconter, de le mettre en scène, voire justement d'aller piocher dans des épisodes de son passé qui n'ont pas été exploités, voire de les détourner, puisque parfois on réécrit un petit peu l'histoire de son passé, qui crée en fait de la nouveauté, et d'aller insister. Alors là on parle depuis une dizaine d'années beaucoup plus aussi sur le côté un peu psychologique des personnages, leurs faiblesses, leurs fêlures, etc., qui montrent qu'on sort aussi du cadre uniquement humoristique de ces super-héros. Ouais. Gardiens de la Galaxie, justement, c'est le cas typique où c'est super bien encadré, on est dans un humour très particulier qui n'est pas du tout le même humour. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux être le héros qui vaincra le miroir et sauvera tout le royaume? C'est un peu ça, oui. Ant-Man aussi. Exactement. C'est pas du tout la même chose que Avengers ou Captain America ou Iron Man. Exactement, il y a aussi Deadpool récemment on rentre carrément dans un style qui est presque pas grotesque, mais on rentre dans le cynisme, dans la satire, dans l'autodérision, ce qui est aussi complètement nouveau dans ce style et qui montre qu'on imprime aussi, on va aller chercher des réalisateurs qui se sont fait connaître dans des styles parfois série Z, etc. et en leur donnant finalement le poids énorme de dire vous allez vous occuper d'une série de super-héros avec des publics qui se chiffrent en millions, on arrive à créer quelque chose qui va être plutôt sur un style qui va réussir aussi à s'écarter de la BD et à changer finalement de l'univers du Golden Age ou du Silver Age pour créer quelque chose qui soit peut-être un peu plus intergénérationnel. Et ce qui est sympa chez les super-héros, c'est que finalement tout le monde s'y retrouve. Ça fait plaisir aux vrais fans,
Ça fait plaisir aux plus jeunes qui sont pas capables de comprendre parfois la subtilité humoristique, et ça fait plaisir aussi à un public qui est peut-être plus demandeur en termes de dialogue, en termes de répliques, voire en termes de références, puisque maintenant il y a des références inter-super-héros. On voit vraiment finalement dans Avengers où ils vont évoquer ce qui s'est passé chez Thor, voire des épisodes assez drôles. Si vous n'avez pas vu les Thor, vous comprenez pas. Donc ça implique aussi aux spectateurs de devoir finalement démultiplier la manière dont il va accéder aux super-héros. Thor, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu devais tous nous protéger. Asgard devait tous nous protéger. Asgard a été détruite. Oui, c'est vrai que cette déclinaison de public en tranche d'âge est devenue flagrante. C'était pas tout le cas au début, au point que voilà, les Avengers, vous les avez en Lego, enfin les dessins animés Lego avec les personnages Marvel, montrent bien que les BD aussi, il y a des versions BD pour enfants avec des super-héros aussi à colorier. Enfin, donc c'est un univers qui va complètement couvrir tous les groupes générationnels. Pour le côté effectivement de l'ironie, ça c'est quelque chose qui a eu au début de Silver Age dans des personnages particuliers. C'est-à-dire, il y avait les personnages sérieux et il y avait les personnages drôles. C'est le cas de Plastic Man, c'est peut-être le plus connu. Hein. C'était un personnage, le premier personnage à rallonger son corps. Ça a quand même donné pour finir Mr. Fantastic, qui est pas drôle du tout, enfin qui est un personnage comme les autres. Donc le super-héros de rallonger, le super pouvoir, de rallonger son corps était donné comme drôle. Aujourd'hui, il fait partie des super-pouvoirs tout à fait acceptés de l'univers super-héroïque de manière sérieuse. Donc voilà, il y a aussi des va-et-vient dans ces récupérations, dans ce registre-là, ouais. Alors l'histoire est aussi présente dans l'univers super-héroïque en termes de rappel visuel. Donc des personnages qui ne sont pas forcément des personnages de l'histoire, mais qui sont dessinés, habillés d'une manière à rappeler, à évoquer des univers historiques. Alors c'est le cas évidemment, comme Valérie l'a dit, d'une série de héros liés à la mythologie, mais c'est aussi le cas par exemple de l'histoire du Moyen-Âge, avec des personnages comme Dr Fatalis, qui est le méchant des 4 Fantastiques, qui est un mélange entre un moine et un chevalier. Enfin, il a une armure plus un capuchon, donc référence au Moyen-Âge, comme référence au Moyen-Âge présente dans quasiment tous les héros archers, que de près ou de loin font référence à l'Angleterre du Moyen-Âge et à Robin Hood. Voilà, et ainsi de suite. Des éléments historiques comme ça peuvent être éparpillés parce qu'ils sont déjà connotés. On sait très bien à quoi ressemble un chevalier, on sait très bien à quoi ressemble un archer, etc. etc. Collard 3. À suivre.